Il se pencha et murmura, « Essaie de ne pas me mettre dans l'embarras. Ces gens sont bien au-dessus de ton niveau. » Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste entré à côté de lui. Mais quand l'autre s'est précipité, m'a serré la main et a dit, « Nous attendions tous de vous rencontrer », son visage a tellement pâli que c'était presque satisfaisant. Pendant 3 semaines, mon mari m'a coaché sur la façon de ne pas le mettre dans l'embarras. « Assure-toi de te faire coiffer par un professionnel, disait-il, comme si j'étais incapable de prendre soin de moi. Achète une nouvelle robe, quelque chose d'élégant mais pas trop tapa accent grave l'œil, me donnait-il comme instruction, comme si je ne comprenais pas les événements formels. Contente-toi de sourire et laisse-moi gérer les conversations, me rappelait-il la veille au soir, comme si j'étais trop peu sophistiqué pour parler à des personnes qui ont réussi. J'ai écouté chaque commentaire condescendant, acquiescé à chaque suggestion paternaliste, les laisser croire que j'avais besoin de ses conseils pour naviguer dans un monde qui était bien au-dessus de mon niveau. Pendant tout ce temps, je travaillais sur le bâtiment où ce dîner exclusif allait avoir lieu, le domaine historique que je restaurais depuis plus d'1 an, le projet qui allait me valoir un prix régional de préservation. Pendant tout ce temps, l'hôte de ce dîner, le titan du capital risque Christopher, que mon mari était désespéré d'impressionner, m'appelait pour des mises à jour du projet et m'envoyait des photos de luminaires anciens qu'il avait trouvés. Mais Christopher n'a jamais posé de questions sur mon travail, n'a jamais pris la peine de savoir ce que je faisais réellement, n'a jamais fait le lien. Alors, quand nous sommes entrés dans ce domaine et que tout ce qu'il pensait savoir sur sa femme s'est effondré en quelques secondes, je ne peux pas dire que je me suis senti mal à ce sujet. Je m'appelle Nathalie. C'est l'histoire de la façon dont j'ai laissé mon mari me sous-estimer et de la façon dont cela lui a tout coûté. J'ai 34 ans et j'ai passé les 15 dernières années à devenir quelqu'un que mon propre mari n'a jamais pris la peine de connaître. Je suis architecte spécialisé dans la préservation du patrimoine. Ce n'est pas la même chose qu'un architecte ordinaire, bien que la plupart des gens ne comprennent pas la différence. Je ne conçois pas de nouveaux bâtiments ou de lotissements de banlieue. Je sauve des structures que tout le monde a abandonnées comme des causes perdues, des usines centenaires qui deviennent des lofts de luxe, des théâtres abandonnés transformés en centres culturels, des propriétés emblématiques avec des problèmes de fondation, des infrastructures défaillantes et des désignations historiques si restrictives que la plupart des architectes ne les touchent pas. C'est ma spécialité, les projets impossibles qui nécessitent une expertise en ingénierie, des connaissances historiques et le genre de détermination obstinée qui ne lâche pas quand les choses se compliquent. L'année dernière, mon cabinet a généré 3,2 millions de dollars de revenus. Nous avons été présentés 2 fois dans Architectural Digest. J'ai un prix régional de préservation sur l'étagère de mon bureau et une reconnaissance nationale de la Fondation pour la préservation historique. Il y a 3 ans, j'ai prononcé un discours liminaire lors d'une conférence à Boston où 200 architectes prenaient des notes pendant que j'expliquais les stratégies de réutilisation adaptative pour les bâtiments industriels du milieu du siècle. Mais vous ne sauriez jamais rien de tout cela en me regardant un mardi matin. Je me présente sur les chantiers de construction avec des bottes à embout d'acier et un pantalon de travail Carhartt. Mes cheveux sont généralement tirés en arrière dans le chignon désordonné que je peux me faire avant ma première tasse de café. Je conduis un Honda CR-V qui est raisonnable et totalement dépourvu de glamour, avec de la boue sur les tapis de sol et des plans perpétuellement enroulés sur le siège arrière. Je ne porte pas de vêtements de marque sur les chantiers parce que les vêtements de marque ne survivent pas à la poussière de béton et aux éclaboussures de peinture. Mes mains ont des callosités à force de manipuler des matériaux, et je garde mes ongles courts parce que les ongles longs sont un inconvénient quand on grimpe sur un échafaudage pour inspecter les travaux de plâtre d'origine. Pour la plupart des gens, et certainement pour mon mari, j'ai l'air de quelqu'un qui est encore en train de se faire un nom, pas de quelqu'un qui est déjà arrivé. Christopher et moi nous sommes rencontrés il y a 3 ans lors du mariage d'un ami. Il était analyste financier dans une société d'investissement de niveau intermédiaire, bon salaire, poste respectable, ambition claire de devenir associé dans les 5 ans. Quand nous avons commencé à parler à la réception, je l'ai trouvé attirant de cette manière soignée que certains hommes ont. Tout chez lui était soigneusement assemblé, costume sur mesure qui lui allait parfaitement, montre chère qui captait la lumière quand il faisait des gestes, le genre d'assurance facile qui vient d'une vie où les portes se sont toujours ouvertes. Il m'a posé des questions sur mon travail, et je lui ai parlé d'une restauration de théâtre que je terminais. Il a semblé intéressé, a posé des questions de suivi, a ri de mes histoires sur la découverte de peintures murales originales cachées sous des décennies de cloisons sèches. Nous avons échangé nos numéros, avons commencé à sortir ensemble. En moins de 6 mois, il avait emménagé dans ma maison. La maison que j'avais achetée en saisie il y a 5 ans et que j'avais passé 2 ans à rénover moi-même, la maison de style artisanal avec des planchers de bois franc d'origine, des armoires restaurées et intégrées,
méticuleusement décapée de peinture pour révéler le grain du bois en dessous. Christopher adorait cette maison. Il adorait raconter aux gens la bonne affaire que nous avions faite, bien qu'il ne mentionne jamais que j'avais fait le travail moi-même ou que je l'avais acheté des années avant que nous nous rencontrions. Au début, notre relation semblait équilibrée. Nous avions tous les deux des carrières exigeantes. Nous nous retrouvions pour dîner et parlions de nos journées. Ou du moins, il parlait de ses journées, les clients qu'il poursuivait, les structures financières qu'il construisait, la politique de bureau dans laquelle il naviguait. J'écoutais, posais des questions, offrais mon soutien quand il en avait besoin. Avec le recul, je réalise à quel point la conversation allait rarement dans l'autre sens. Quand je parlais de projet, son attention se relâchait. Il hochait la tête au bon moment, mais je pouvais voir ses yeux se vitrer légèrement. Si je m'enthousiasmais à l'idée de résoudre un problème structurel ou de retrouver une source de matériaux adaptés à l'époque, il souriait avec indulgence, comme on sourirait à un enfant qui vous montre son dessin au crayon. Il complimentait régulièrement mon apparence. Me disait que j'étais belle, surtout quand je me mettais sur mon 31 pour les événements de son entreprise. Mais à côté de ces compliments venaient des suggestions. De petites choses au début. Peut-être porter des talons au lieu de chaussures plates la prochaine fois. As-tu pensé à une coiffure différente? Cette robe est jolie, mais quelque chose avec une étiquette reconnaissable ferait peut-être une meilleure impression. Je me suis dit qu'il était serviable, qu'il comprenait mieux que moi l'image professionnelle, venant du monde de l'entreprise où l'apparence comptait, que les relations exigeaient des compromis, exigeaient de s'adapter aux besoins et aux attentes de l'autre. Les commentaires ont augmenté progressivement, suffisamment pour que je ne voie pas le schéma se former. Tu travailles trop, disait-il quand j'apportais des plans à la maison le week-end. Ton équipe ne peut pas gérer une partie de ça? As-tu vraiment besoin d'être à chaque visite de chantier? Ou encore, il est peut-être temps d'améliorer ta garde-robe. Tu ne peux pas te présenter à des événements importants en ayant l'air de sortir d'un chantier de construction ou encore, me lâcha-t-il un soir où je rentrais épuisé après une journée de 14 heures à gérer une crise avec un sous-traitant défaillant, je sais que tes bâtiments sont importants pour toi, mais tu dois finir par penser à notre avenir ensemble. Pas seulement à tes projets, à notre avenir. Comme si ma carrière ne faisait pas partie de cette équation. Comme si le travail que j'avais bâti pendant 15 ans était un passe-temps séparé qui existait en dehors de la vie que nous étions censés créer. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi, la façon dont il me présentait lors des événements de son entreprise. Voici ma femme, Nathalie. Elle est architecte, disait-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, suivi rapidement d'un recentrage de la conversation sur son propre travail. La façon dont il vérifiait son téléphone chaque fois que je parlais d'une réalisation de projet, la façon dont il ne venait jamais sur mes chantiers, n'assistait jamais à mes événements de l'industrie, ne demandait jamais à voir les bâtiments que j'avais sauvés. Il y a 6 semaines, tout a atteint son point culminant avec une seule invitation. Christopher est rentré à la maison un soir pratiquement vibrant d'excitation. Il tenait une enveloppe de couleur crème, le genre cher, avec des lettres en relief qui annoncent son importance avant même de l'ouvrir. James Whitmore organise un dîner privé, dit-il, regardant la carte comme si c'était un billet de loterie. Au domaine Whitmore, cravate noire, seulement 12 personnes et leurs conjoints sont invités. J'ai continué à trancher des légumes pour le dîner, le laissant avoir son moment. C'est énorme, Nat. James Whitmore contrôle la moitié du développement immobilier commercial dans toute cette ville. Il n'organise pas souvent des dîners comme celui-ci. Si je peux faire bonne impression. Il s'est arrêté, m'a regardé avec ce mélange d'espoir et d'inquiétude. Je pensais que tu pourrais venir avec moi en tant que ma cavalière. Le libellé m'a immédiatement frappé. Pas, veux-tu venir avec moi, ou j'aimerais t'avoir là, mais, tu pourrais venir avec moi. Comme s'il étendait une invitation à quelque chose pour lequel je pourrais ne pas être qualifié. Comme s'il n'était pas tout à fait sûr que je conviendrais, mais se sentait obligé de demander quand même. Bien sûr, dis-je. C'est quand? 3 semaines à partir de samedi. 3 semaines. Cela lui donnait amplement le temps de se préparer, et apparemment amplement le temps de me préparer, moi aussi. Le coaching a commencé le lendemain. De petits commentaires tissés dans une conversation régulière, des rappels qui se sont transformés en instructions. À la fin de la première semaine, il avait créé une stratégie entière sur la façon dont je devais me présenter. Assure-toi de prendre rendez-vous chez le coiffeur pour ce vendredi, dit-il un matin pendant le petit déjeuner. Coiffure professionnelle. Rien de ce chignon désordonné que tu fais habituellement. Je levai les yeux de mon café.
Mes cheveux vont bien, Christopher. Pour les chantiers, bien sûr, mais c'est différent. Ce sont des gens extrêmement brillants. La première impression compte. Quelques jours plus tard, je pensais que tu devrais acheter une nouvelle robe pour le dîner. Quelque chose d'élégant, mais pas trop tape à accent grave l'œil. Mais, tu sais, sophistiqué. J'ai des robes. Je sais, mais c'est un événement vraiment important. Peut-être quelque chose avec une étiquette de créateur, quelque chose qui a l'air cher. La veille du dîner, il m'a fait asseoir pour ce qu'il a appelé une discussion sur le plan de match. Écoute, Nat, j'ai besoin que tu comprennes à quel point c'est important. James Whitmore pourrait m'ouvrir des portes que j'essaie de franchir depuis des années. Les gens à ce dîner sont bien au-dessus de notre ligue pour le moment. Alors, demain soir, suis mon exemple, d'accord? Souris, sois agréable, mais laisse-moi gérer la plupart des conversations. Ces gens peuvent être critiques sur les carrières et les antécédents. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. J'ai hoché la tête, dit d'accord, les laisser penser que j'avais besoin de sa protection contre un monde que je ne comprenais soi-disant pas. Pendant tout ce temps, je réprimais la vérité, le domaine Whitmore dont il n'arrêtait pas de parler, j'y travaillais depuis 14 mois. James Whitmore avait embauché mon cabinet pour transformer le manoir géorgien de sa famille datant des années 1890 en un lieu événementiel de luxe tout en conservant sa désignation historique. C'était l'un des projets les plus complexes de ma carrière, naviguer dans les codes de préservation, moderniser les systèmes électriques et de CVC sans endommager les travaux de plâtre d'origine, concevoir des équipements modernes qui ne compromettent pas l'intégrité architecturale du bâtiment. James et moi avions passé des heures ensemble, des séances de planification hebdomadaires dans son bureau, des visites de chantier où nous discutions des défis structurels et des solutions de conception, des appels téléphoniques tard le soir lorsque des problèmes de permis menaçaient les délais. Il respectait mon expertise, appréciait ma contribution, me faisait confiance pour la propriété héritée de sa famille. Il avait mon numéro de portable enregistré dans son téléphone. Nous nous envoyions régulièrement des SMS sur les luminaires anciens et les matériaux appropriés à l'époque. Juste ce matin, il m'avait envoyé une photo de poignée de porte en bronze qu'il avait trouvée lors d'une vente de succession, me demandant si elle conviendrait à l'entrée du remise. J'avais mentionné le projet Whitmore à Christopher exactement 2 fois. Une fois quand j'ai décroché le contrat, je lui ai dit pendant le dîner que j'avais été embauché pour une restauration de domaine importante. Il avait dit, c'est génial, chérie, et était retourné à la navigation sur son téléphone. La deuxième fois, c'était il y a environ 6 mois quand j'ai expliqué que je travaillerais tard pendant plusieurs semaines parce que nous étions dans une phase critique de la construction. D'accord, n'oublie pas que nous avons ce truc avec mon patron le 15, avait-il répondu. Il n'a jamais demandé le nom du client, ne s'est jamais renseigné sur la portée du projet, n'a jamais pris la peine de faire le lien entre restauration de domaine et l'invitation au dîner au domaine Whitmore assise sur notre comptoir. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, j'étais juste une architecte qui faisait des choses d'architecte. Mon travail existait dans une catégorie distincte qui n'avait rien à voir avec son monde de la finance et des relations importantes. Alors, je l'ai laissé me coacher, les laisser croire que j'avais besoin de ses conseils, les laisser penser qu'il me préparait à un événement que je n'étais pas assez sophistiqué pour gérer seul. Et je suis allé à mon rendez-vous chez le coiffeur, j'ai acheté la robe élégante qu'il avait suggérée, j'ai souri quand il a approuvé mon apparence le soir du dîner parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Dans environ 2 heures, toute la compréhension qu'avait mon mari de la personne qu'il avait épousée allait s'effondrer. Toutes les suppositions qu'il avait faites, tous les commentaires condescendants qu'il avait proférés, toutes les fois où il avait traité ma carrière comme un passe-temps mignon, tout cela allait être révélé pour ce qu'il était, et je n'allais pas dire un mot pour l'arrêter. Le lendemain matin où Christopher a reçu cette invitation, il a commencé une feuille de calcul. Je l'ai trouvé à la table de la cuisine samedi, l'ordinateur portable ouvert, un bloc-notes à côté de lui, faisant des recherches sur chaque nom de la liste des invités comme s'il se préparait à une opération militaire. Il avait d'une manière ou d'une autre mis la main sur les informations des participants, probablement appelé le coordinateur de l'événement sous un prétexte professionnel quelconque, et élaborait des dossiers sur chaque couple qui serait présent. Michael Patterson, fondateur de Patterson Capital, marmonna Hill, en tapant des notes. Fortune nette estimée à 200 millions de dollars. A investi dans le projet de revitalisation du centre-ville il y a 3 ans. Il leva les yeux vers moi, je dois trouver un moyen de mentionner que je suis les tendances de l'immobilier commercial. Que cela paraisse naturel, pas forcé. Je me suis versé du café et je l'ai regardé travailler. C'était Christopher dans son élément, élaborant des stratégies,
se positionnant, calculant exactement comment se présenter pour un impact maximal. Il avait toujours été comme ça en matière de réseautage. Chaque introduction était une opportunité. Chaque conversation avait un objectif. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas la préparation elle-même. C'était la façon dont cette préparation s'étendait à la gestion de moi. Tu devrais probablement éviter de parler de travaux de construction si cela se présente, dit-il sans détourner les yeux de son écran. Ces gens pourraient ne pas comprendre la différence entre ce que tu fais et les entrepreneurs ordinaires. Reste vague. Dis que tu travailles dans l'architecture et change de sujet. J'ai pris une gorgée de café, sans répondre. Et n'évoque surtout pas de problème ou de difficulté de projet, continua-t-il. Les gens qui réussissent ne veulent pas entendre parler de lutte. Ils veulent entendre parler de victoire. La confiance, tu sais, n'est-ce pas? J'ai dit la confiance. Au cours des 3 semaines suivantes, l'obsession de Christopher s'est intensifiée. Il a acheté un nouveau costume, non pas parce que ses costumes actuels n'étaient pas adéquats, mais parce que ce dîner exigeait quelque chose de spécial. Il s'est entraîné à serrer la main devant le miroir de la salle de bain. Je suis passé un soir et je l'ai entendu répéter des amorces de conversation, testant différentes façons de se présenter qui semblaient impressionnantes mais pas arrogantes. Il a fait une réservation dans le salon que j'utilisais occasionnellement et m'a dit que le rendez-vous était pour le vendredi avant le dîner. Coiffure complète, dit-il, pas juste une coupe. Je veux que tu aies l'air soigné. Je peux me coiffer moi-même, Christopher. Je sais que tu peux, mais c'est important. Ces gens remarquent les détails. Fais-moi confiance là-dessus. La conversation sur la robe a eu lieu pendant la 2e semaine. Nous nous préparions à nous coucher quand il l'a évoqué, de façon désinvolte, mais clairement répétée. Je pensais que tu devrais acheter quelque chose de nouveau à porter pour le dîner. Quelque chose qui fasse vraiment impression. Je l'ai regardé du coin de l'œil pendant que je mettais mon réveil. J'ai plein de robes. Je sais, mais c'est différent. Ce n'est pas un événement professionnel ou un dîner décontracté. Il s'arrêta, choisissant ses mots, c'est le genre d'événement où les gens remarquent ce que tu portes, où les marques comptent. Je n'essaie pas d'être superficiel, mais c'est comme ça que ces cercles fonctionnent. Tu veux que j'achète une robe chère pour avoir l'air d'être à ma place. Je veux que tu te sentes en confiance, corrigea-t-il. Mais nous savions tous les deux ce qu'il voulait vraiment dire. Il y a une boutique en centre-ville qui vend des trucs élégants. Classiques, sophistiqués, rien de trop tape à accent grave l'œil, juste de la qualité. Pourquoi n'y vas-tu pas ce week-end? Je suis allé à la boutique, j'ai acheté une robe noire qui coûtait plus cher que ce que je dépenserais normalement, mais moins que ce que Christopher espérait probablement. Elle était belle d'une manière discrète, le genre d'élégance qui ne criait pas pour attirer l'attention, mais ne serait pas non plus négligée. Quand je la lui ai montrée, il a hoché la tête en signe d'approbation. Parfait. Exactement ce qu'il faut. Comme si j'avais réussi un test que je ne savais pas que je passais. Les instructions ont continué, de petits commentaires tissés dans les conversations quotidiennes, chacun renforçant le même message, j'avais besoin d'être géré, préparé, coaché pour un environnement que je n'étais pas naturellement équipé pour gérer. N'oublie pas de sourire, mais pas trop. Tu ne veux pas avoir l'air nerveuse ou trop enthousiaste. Laisse-moi te présenter aux gens. Ne saute pas dans les conversations toute seule. Si quelqu'un te demande ce que tu fais, reste simple. N'entre pas dans des détails techniques qui pourraient les ennuyer. Chaque commentaire atterrissait comme un petit poids s'accumulant en quelque chose de plus lourd qui se posait dans ma poitrine. C'était mon mari, l'homme qui se tenait en face de moi il y a 3 ans et qui avait promis de m'honorer et de me respecter, et il me traitait comme un handicap qui nécessitait une maîtrise des dommages. Je ne me suis pas disputé avec lui, je ne me suis pas défendu ni ne me suis rebellé. J'ai juste absorbé chaque instruction avec un calme qui a surpris même moi. Peut-être qu'une partie de moi voulait voir jusqu'où il irait, à quel point il révélerait complètement ce qu'il pensait réellement de moi quand les enjeux seraient suffisamment élevés. Le pire était de réaliser depuis combien de temps cela se construisait. Les commentaires sur mon apparence, le rejet de mon travail, la façon dont il se positionnait comme celui qui réussissait dans notre relation. Tout était là depuis le début. J'avais juste été trop disposé à l'interpréter comme de l'attention plutôt que comme de la condescendance. Mercredi, avant le dîner, Christopher est rentré à la maison avec une petite boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un bracelet délicat, quelque chose d'étincelant et d'apparence coûteuse. Je me suis dit que tu pourrais porter ça samedi, dit-il, en observant ma réaction.
C'est élégant. Exactement le genre de choses qui convient à l'événement. C'est magnifique. Merci. Je veux juste que tu te sentes à l'aise, que tu t'intègres. Il a embrassé mon front. Je sais que ce monde n'est pas vraiment ta scène, mais tu vas très bien t'en sortir. Suis juste mes instructions et tout ira bien. Ta scène. Comme si le monde des gens qui réussissent à dîner ensemble était quelque chose d'étranger pour moi, quelque chose pour lequel j'aurais besoin de ses conseils pour naviguer en toute sécurité. Je me suis demandé s'il se sentirait différent s'il savait que j'avais passé cet après-midi au téléphone avec James Whitmore et le Conseil de préservation historique, discutant de l'approbation finale de l'inspection pour la restauration de la salle de bal du domaine. S'il savait que James avait terminé l'appel en disant « J'ai hâte que tout le monde voie ce que vous avez accompli ici, Nathalie. Ce bâtiment va faire parler de lui dans toute la ville. » Mais Christopher n'avait pas posé de questions sur ma journée, n'avait pas posé de questions sur mon travail depuis des semaines, en fait. Il était trop concentré sur sa propre préparation, sa propre opportunité, son propre plan d'avancement soigneusement élaboré. Vendredi soir, la veille du dîner, Christopher a organisé ce qu'il a décrit comme un briefing final. Nous nous sommes assis dans le salon après le dîner, et il m'a expliqué sa stratégie comme un entraîneur passant en revue les jeux avant le grand match. James Whitmore est évidemment la priorité, mais n'ignore pas les autres invités. Michael Patterson et sa femme Victoria sont des joueurs majeurs. Thomas Chin dirige la plus grande entreprise de développement de l'État. Rebecca Hartford siège à tous les conseils d'administration importants de la ville. Il m'a regardé sérieusement. Ces gens sont bien au-dessus de notre ligue pour le moment, Nat. Je ne dis pas ça pour être méchant. Je le dis pour que tu comprennes les enjeux. Une mauvaise impression et les portes se ferment. Une bonne impression et les portes s'ouvrent. Je comprends. Et toi? Il se pencha en avant. Parce que ces gens peuvent être critiques. Ils se soucient du pédigré, des relations, de la présentation. Ils vont nous regarder et porter des jugements dans les 30 premières secondes. Alors, demain soir, j'ai besoin que tu souris, que tu sois agréable, et que tu me laisses gérer les conversations de fond. Tu peux faire ça pour moi. La question flottait dans l'air entre nous. Tu peux faire ça pour moi? Comme si rester silencieuse et décorative était une faveur que je lui ferais, comme si mes propres pensées, mon expertise et ma crédibilité professionnelle étaient des choses qui devaient être cachées à son profit. Oui, dis-je. Je peux faire ça. Il s'est détendu, a souri, a tendu la main pour me serrer la main. Merci. Je sais que j'ai été intense à ce sujet, mais c'est seulement parce que je me soucie de notre avenir, de construire quelque chose de plus grand que ce que nous avons maintenant. Notre avenir. Il n'arrêtait pas d'utiliser cette phrase, mais il devenait de plus en plus clair que notre avenir ressemblait beaucoup à son avenir avec moi comme figurante. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de mon mari endormi, j'ai pensé à toutes les façons dont je m'étais rabaissé au cours des 3 dernières années. Toutes les fois où j'avais minimisé mes réalisations ou gardé le silence sur mon succès. Tous les moments où je l'avais laissé croire que sa carrière était celle qui importait, que mon travail était juste quelque chose que je faisais pour rester occupé. J'ai pensé au domaine Whitmore, aux 14 mois que j'avais passé à transformer un manoir en décomposition en quelque chose d'extraordinaire, aux moulures de couronnement d'origine méticuleusement restaurées, à la composition de plâtre assorti des années 1890, au plancher de marbre que nous avions découvert et nettoyé, révélant des motifs qui n'avaient pas été vus depuis des décennies, au lustre que j'avais déniché lors d'une vente aux enchères de sauvetage architectural à Philadelphie. Passant des semaines à le faire recabler et à lui redonner son lustre d'antan. J'ai pensé à James Whitmore qui m'a dit la semaine dernière que ce projet avait dépassé toutes les attentes, qu'il avait déjà reçu des offres de 3 couples qui voulaient réserver le lieu pour des événements avant même qu'il ne soit officiellement ouvert. Et j'ai pensé à mon mari qui dormait paisiblement à mes côtés, ignorant complètement que demain soir, il entrerait dans un bâtiment que j'avais sauvé, pour rencontrer des gens qui connaissaient déjà mon nom, pour un dîner où j'étais celle qu'ils attendaient réellement de rencontrer. L'ironie était presque poétique. Samedi soir est arrivé avec le genre de temps parfait qui rendait tout légèrement surréaliste. Ciel clair, température agréable, lumière dorée qui donnait l'impression que la ville posait pour des photographies. Christopher a passé l'après-midi à se préparer avec le genre d'intensité concentrée habituellement réservé aux entretiens d'embauche ou aux demandes en mariage. Son nouveau costume lui allait parfaitement. Ses chaussures étaient polies pour un éclat réfléchissant. Même ses cheveux avaient l'air coiffés par un professionnel, bien que je sache qu'il avait passé 40 minutes dans la salle de bain à obtenir ce qu'il voulait faire passer pour sans effort.
Je me suis préparé plus discrètement. Le rendez-vous au salon s'était bien passé. Mes cheveux avaient l'air élégants sans être exagérés. La robe noire me taillait parfaitement. Le bracelet que Christopher m'avait offert attrapait la lumière quand je bougeais. En me regardant dans le miroir, j'ai vu quelqu'un qui avait sa place lors d'un dîner exclusif, quelqu'un qui avait l'air brillant, soigné, confiant, quelqu'un que mon mari pensait toujours avoir besoin de sa protection contre sa propre inadéquation. Nous avons conduit jusqu'au domaine dans la voiture de Christopher. Il était trop nerveux pour me laisser conduire, avait besoin du contrôle d'être au volant. Ses mains agrippaient fermement le volant. Il n'arrêtait pas de prendre de grandes respirations, le genre de respiration que l'on prend quand on essaie de calmer une anxiété qui ne veut pas tout à fait se calmer. « Tu es magnifique », dit-il en nous rapprochant. « Vraiment magnifique. Tu vas faire une excellente impression. » « Merci. N'oublie juste pas tout ce dont nous avons parlé, d'accord ? Souris, sois chaleureuse, mais laisse-moi mener les conversations. Ces gens sont extrêmement influents. Nous n'avons qu'une seule chance. » Nous nous sommes garés à l'entrée du domaine, et j'ai senti l'énergie de Christopher se transformer en quelque chose de presque électrique. C'était ça, son moment, l'opportunité vers laquelle il s'était construit. Le bâtiment était magnifique. L'éclairage extérieur que j'avais personnellement sélectionné mettait en valeur la façade restaurée en calcaire. Les portes d'origine en bronze brillaient grâce à des mois de restauration minutieuse. Le sentier du jardin était bordé de lanternes d'époque qui créaient une lueur chaleureuse et accueillante. Tout cela, chaque détail, avait été spécifié, sélectionné et approuvé par moi. Christopher s'est garé, a coupé le moteur et est resté assis un instant à se ressaisir. Puis il s'est tourné vers moi avec cette expression que j'avais appris à reconnaître au cours des 3 dernières semaines, sérieuse, paternelle, vaguement condescendante. « Écoute, Nat, j'ai besoin que tu comprennes à quel point ce soir est important. Ces gens sont extrêmement influents. James Whitmore à lui seul pourrait changer toute la trajectoire de ma carrière. » Il tendit la main et prit la mienne, la serrant fermement, non pas avec affection, mais comme s'il essayait de s'assurer que je prêtais attention. « Alors, s'il te plaît, essaie juste de ne pas me mettre dans l'embarras ce soir. Ces gens sont bien au-dessus de ton niveau. Bien au-dessus du mien aussi, honnêtement. Mais j'essaie de nous y emmener. Alors, suis juste mes instructions. Souris. Sois agréable. Laisse-moi parler. D'accord. » J'ai regardé mon mari. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu un homme qui avait passé 3 semaines à se préparer pour une soirée qu'il pensait le définir, un homme qui avait coaché, géré et donné des instructions à sa femme parce qu'il croyait sincèrement qu'elle n'était pas capable de naviguer dans ce monde par elle-même, un homme qui n'avait absolument aucune idée de la personne qu'il avait épousée. « D'accord, dis-je doucement, et je le pensais vraiment. Je le laisserai entrer dans ce bâtiment, le laisserai essayer d'impressionner l'autre qui avait déjà mon numéro dans son téléphone, le laisserai essayer de réseauter avec des personnes qui avaient spécifiquement demandé à me rencontrer. Je le laisserai voir, enfin et complètement, exactement qui j'étais. » Nous sommes sortis de la voiture et nous sommes dirigés ensemble vers l'entrée. Nous sommes entrés dans le hall d'entrée, et j'ai senti l'anxiété de Christopher irradier à côté de moi comme de la chaleur. L'espace m'a coupé le souffle même si je l'avais vu des centaines de fois pendant la construction. Mais le voir transformé pour cette soirée, parfaitement éclairé, magnifiquement décoré, rempli de gens élégamment vêtus, a rendu tous ces mois de travail minutieux soudainement puissamment réels. Les moulures de couronnement que j'avais passé des semaines à assortir aux travaux de plâtre d'origine des années 1890 captaient la lueur chaude du lustre. Les planchers de marbre que nous avions découverts sous des couches de linoléum bon marché brillaient sous un éclairage soigneusement placé. Chaque détail sur lequel j'avais agonisé, chaque décision que j'avais défendue auprès d'entrepreneurs qui voulaient prendre des raccourcis, chaque heure que j'avais passée à rechercher des matériaux adaptés à l'époque. Tout était là, terminé, parfait. Christopher n'a rien remarqué de tout cela. Il était trop occupé à scruter les visages, essayant d'identifier les personnes importantes sur lesquelles il avait fait des recherches, calculant son approche. Je pouvais pratiquement voir sa liste de contrôle mental en cours d'exécution, à qui parler en premier, quoi dire, comment se positionner. Une douzaine de personnes se mêlaient déjà près de l'escalier incurvé, tenant des cocktails, bavardant de cette façon pratiquée qu'ont les gens riches de paraître détendus tout en évaluant constamment tout le monde autour d'eux. Les femmes portaient des robes qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Les hommes avaient cette confiance décontractée qui vient de ne jamais s'inquiéter de l'argent. Christopher redressa les épaules, se préparant.
Il prit une inspiration comme quelqu'un sur le point de plonger dans l'eau profonde. Puis James Whitmore m'a repéré de l'autre côté de la pièce. J'ai vu le moment où cela s'est produit. James parlait à un couple plus âgé près de la cheminée lorsque ses yeux ont balayé le hall d'entrée et se sont posés sur moi. Son visage s'est transformé. Une chaleur authentique, le genre de sourire que l'on ne peut pas feindre. Il s'est immédiatement excusé et a commencé à marcher vers nous. Vers moi. Christopher l'a vu venir, et tout son corps s'est mis en mode performance. Il a ajusté sa posture, préparé sa poignée de main, s'est positionné légèrement en avant comme s'il était prêt à faire la présentation qui lancerait toute cette soirée. Je l'ai regardé répéter sa phrase d'accroche en silence, les lèvres bougeant à peine, la salutation qu'il avait répétée dans le miroir de notre salle de bain pendant 3 semaines. James passa juste devant lui, sans même lui jeter un coup d'œil. Il vint droit vers moi, les 2 mains tendues, prenant les miennes de cette façon chaleureuse et familière dont nous nous étions salués des dizaines de fois au cours des 14 derniers mois. Nathalie, enfin, sa voix porta à travers le hall d'entrée, assez fort pour que plusieurs conversations s'interrompent. Je disais à tout le monde que tu serais là ce soir. Nous attendions tous de te rencontrer. L'expression sur le visage de Christopher est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Une pure confusion d'abord, comme si son cerveau ne pouvait pas traiter ce que ses yeux voyaient. Sa salutation répétée mourut sur ses lèvres. Sa main tendue restait suspendue dans l'air, ignorée. Puis la reconnaissance commença à s'insinuer. La façon dont James disait mon nom. La familiarité de sa salutation. L'expression « nous attendions tous de te rencontrer ». Puis son absolue et écrasante horreur lorsque les pièces ont commencé à s'assembler d'une manière qui ne correspondait à rien de ce à quoi il s'était attendu. « Bon de vous voir, James, dis-je, en lui serrant chaleureusement les mains. Me voir ? Vous êtes pratiquement la raison pour laquelle nous organisons ce dîner dans cet espace. » James fit un geste autour du foyer avec une fierté évidente. Je voulais que tout le monde découvre ce que vous avez créé ici. Chaque personne dans cette pièce m'a demandé vos coordonnées. Il jeta finalement un coup d'œil à Christopher, qui avait l'air d'avoir été physiquement frappé. Et vous devez être Christopher, le mari de Nathalie. Elle m'a parlé de vous. Christopher émit un son qui aurait pu être des mots si ses cordes vocales fonctionnaient correctement. Son visage était devenu pâle. Je l'ai regardé essayer de sourire, essayer de tendre la main pour cette poignée de main qu'il avait prévue, mais tout chez lui avait disjoncté. Nathalie et moi travaillons ensemble depuis plus d'1 an maintenant, continua James agréablement, comme s'il ne remarquait pas la détresse de Christopher. Transformer cet endroit était un cauchemar avant qu'elle n'arrive. 3 autres architectes m'ont dit que c'était impossible, problème de code, problème structurel, restriction de désignation historique qui aurait fait abandonner la plupart des gens. Mais Nathalie a trouvé comment honorer l'histoire du bâtiment tout en le rendant fonctionnel pour un usage moderne. Un travail brillant. Architecte, Christopher finit par prononcer. Architecte spécialisé dans la préservation du patrimoine, corrigez-je doucement. Il y a une différence. James rit. Oh, ne soyez pas modeste. Vous avez sauvé ce bâtiment, et vous l'avez fait à temps et dans le respect du budget, ce qui, franchement, est un miracle dans cette industrie. Il se tourna vers Christopher, et je vis quelque chose de calculateur dans son expression, comme s'il avait déjà évalué exactement quel genre d'homme était mon mari. Vous devez être incroyablement fier. Peu de gens peuvent faire ce que fait Nathalie. Cela nécessite une expertise en architecture, en ingénierie, en histoire, en gestion de la construction et en navigation dans des cauchemars bureaucratiques qui feraient fuir la plupart des gens. La bouche de Christopher s'ouvrit, se ferma. Il me regarda comme s'il voyait une étrangère. Maintenant, dit James, passant son bras dans le mien avec une familiarité naturelle. Je dois absolument vous présenter à des personnes qui ont hâte de vous rencontrer. Michael Chin envisage de convertir une ancienne filature de textile en loft résidentiel et a spécifiquement demandé à vous parler ce soir. Et Rebecca Hartford veut discuter de la restauration du théâtre que vous avez faite à Louisville. Elle essaie de trouver le bon architecte pour un projet similaire. Il jeta un coup d'œil en arrière à Christopher presque comme une pensée après coup. Cela ne vous dérange pas que je vous la prenne un peu, n'est-ce pas? Conversation professionnelle et tout ça. Non, c'est... Christopher ne put former une phrase complète. James m'entraîna dans la salle de réception principale, et je ne regardais pas en arrière mon mari debout seul dans le foyer que j'avais conçu, ayant l'air que toute sa compréhension de la réalité venait de voler en éclats.
L'heure et demie qui suivit fut surréaliste de la meilleure façon possible. James me présenta à toutes les personnes influentes à ce dîner. Michael Chin, le promoteur avec le projet de filature de textile, qui passa 20 minutes à poser des questions détaillées sur les stratégies de réutilisation adaptative et les structures de crédit d'impôt historique. Rebecca Hartford, qui dirigeait la plus grande fondation de préservation historique de l'État, qui avait vu ma restauration de théâtre et voulait discuter des calendriers et des budgets pour son propre projet. Thomas et Linda Patterson, qui possédaient 3 propriétés historiques dans le centre-ville et recherchaient un architecte qui comprenne l'équilibre délicat entre la modernisation et la préservation. Victoria Ashford, dont la famille contrôlait l'un des plus anciens bâtiments de la ville et qui recherchait quelqu'un pour évaluer son intégrité structurelle. Chaque conversation était professionnelle, substantielle, le genre de discussion que j'avais depuis 15 ans. J'ai parlé de murs porteurs et de matériaux appropriés à l'époque, j'ai expliqué le processus de collaboration avec les commissions historiques, j'ai partagé des histoires sur la découverte d'éléments d'origine cachés derrière des décennies de mauvaises rénovations. C'était mon monde, ça l'était depuis avant même que Christopher et moi ne nous rencontrions. Le fait qu'il n'ait jamais su que cela existait m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur notre mariage. Je l'ai aperçu plusieurs fois au cours de la soirée, essayant de s'immiscer dans les conversations, luttant pour trouver ses marques. Sans la connexion avec James Whitmore sur laquelle il avait compté, sans moi à ses côtés comme point d'entrée, il n'était qu'un autre analyste financier à une fête remplie de gens qui contrôlaient de véritables capitaux. Il approchait un groupe, se présentait, et essayait d'orienter la conversation vers les opportunités d'investissement ou les tendances du marché. Les gens étaient polis mais désintéressés. Ils hochaient la tête, émettaient des sons vagues de reconnaissance, puis revenaient à leur discussion précédente. À un moment donné, je l'ai vu coincer l'un des serveurs, se plaignant de quelque chose, probablement du choix du scotch ou du moment des amuse-gueules. Le visage du jeune homme rougit, mais il géra la situation professionnellement, comme le font les employés de service lorsqu'ils sont habitués à traiter avec des clients difficiles. J'avais déjà vu Christopher traiter le personnel de cette façon, trouvant toujours un petit quelque chose à critiquer, une façon d'établir une hiérarchie. Je me disais que c'était juste lui qui était particulier sur la qualité. Maintenant, je voyais ce que c'était, un homme qui avait besoin de se sentir supérieur à quelqu'un, n'importe qui, et qui choisissait des gens qui ne pouvaient pas répliquer. Environ 90 minutes après le début de la soirée, James me trouva en train de parler avec les Patterson d'une rénovation d'hôtel potentielle et m'interrompit doucement. « Nathalie, je déteste vous interrompre, mais pourrais-je avoir votre avis professionnel sur quelque chose ? L'entrepreneur du système audio pour la salle de bal a envoyé des plans révisés, et je pense qu'il pourrait y avoir un problème avec la façon dont il propose de monter les haut-parleurs. Je suis inquiet pour les médaillons du plafond. » Bien sûr, jetons un coup d'œil. Nous nous excusâmes et traversâmes le hall principal en direction du bureau privé de James. En passant devant le bar, j'attrapai Christopher qui nous regardait, son expression illisible mais intense. Le bureau de James était exactement comme je m'en souvenais de nos séances de planification, des boiseries riches, des bibliothèques intégrées, un grand bureau positionné face à la fenêtre donnant sur les jardins. Il ferma la porte derrière nous et me fit signe de m'asseoir. Avant de discuter des systèmes audio, dit-il, s'installant dans sa chaise de bureau, je voulais vous donner ceci. Il me tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 75 000 $. Je fixai le nombre, puis levai les yeux vers lui, choqué. James, c'est votre prime de performance pour avoir terminé le projet plus tôt que prévu et en respectant le budget, dit-il fermement. Vous avez gagné chaque centime. Ce bâtiment aurait dû prendre 18 mois minimum et coûter près de 6 millions de $. Vous l'avez fait en 14 mois pour 4,5. Vous vous êtes déjà remboursé 3 fois, et ce avant même de prendre en compte l'augmentation de la valeur de la propriété. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous l'accepterez et arrêtez d'être si modeste à propos de vos réalisations. Il sortit les plans du système audio et les étala sur le bureau. Maintenant, à propos de ces supports de haut-parleurs, ai-je raison de m'inquiéter de percer dans le plâtre d'origine autour des médaillons ? Nous passâmes les 20 minutes suivantes à discuter des détails techniques, le genre de conversation de résolution de problèmes que j'aimais sincèrement. Comment intégrer un son moderne sans compromettre les éléments historiques ? Si les systèmes sans fil fonctionneraient étant donné les murs épais du bâtiment. La meilleure façon de dissimuler le câblage sans endommager les éléments d'origine. C'était pour cela que j'aimais mon travail, pas l'argent ou la reconnaissance, bien que les deux soient agréables, mais le défi de résoudre des énigmes qui nécessitaient à la fois une pensée créative et une expertise technique,
La satisfaction de préserver quelque chose de beau tout en le rendant fonctionnel pour les besoins modernes. Lorsque nous sommes finalement retournés à la soirée, j'ai immédiatement repéré Christopher. Il se tenait seul près du bar, sirotant ce qui ressemblait à sa 3e ou 4e boisson, regardant la pièce avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, de la colère mêlée à de l'humiliation mêlée à quelque chose qui ressemblait de façon troublante à de la peur. Nos yeux se rencontrèrent à travers la pièce. Pour la première fois en 3 ans de relation, il me regarda et vit quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, quelqu'un qu'il avait complètement sous-estimé, quelqu'un qu'il ne pouvait pas gérer ou contrôler ou rejeter, quelqu'un qui n'avait pas besoin de lui du tout. La réalisation était clairement inscrite sur son visage. Et malgré tout, malgré 3 semaines de condescendance et 3 ans à être traité comme si mes réalisations n'avaient pas d'importance, je sentis une vague de tristesse submerger la vengeance. C'était mon mari, et il ne m'avait jamais réellement connu. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut silencieux d'une manière qui rendait l'air dense et étouffant. Christopher agrippa le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Sa mâchoire était serrée si fort que je pouvais voir le muscle trembler sous la peau. Il regardait droit devant lui sur la route, comme s'il essayait de percer un trou dans le pare-brise avec la seule force de sa volonté. Je regardais par la fenêtre passager les lampadaires qui défilaient, les voyant se brouiller en traînées d'or contre l'obscurité. Chacun que nous dépassions se sentait comme une petite mesure de distance qui s'ouvrait entre qui j'avais été il y a 1 heure et qui j'étais en train de devenir. Quelque chose à l'intérieur de moi avait changé pendant ce dîner, pas brisé exactement, mais plutôt comme s'était mis en place après des années à être légèrement mal aligné. 3 ans de petits rejets et de commentaires condescendants, 3 ans à être traité comme un accessoire plutôt qu'un partenaire, 3 ans à regarder mon mari regarder au-delà de moi tout en prétendant m'aimer. Tout cela s'était cristallisé en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Une clarté si vive qu'elle coupait. Nous tournâmes dans notre rue, et la respiration de Christopher changea. Plus courte, plus dure, comme s'il essayait de contrôler quelque chose qui voulait exploser hors de lui. Il se gara dans notre allée, mit la voiture en stationnement. Le moteur cliqueta dans le silence soudain. Aucun de nous ne bougea. Puis les mains de Christopher tombèrent du volant, et il se tourna vers moi, son expression quelque part entre la fureur et la dévastation. « Tu m'as fait passer pour un idiot complet ce soir. » Sa voix était basse, contrôlée, mais tremblait sur les bords. Je me tournai vers lui lentement, gardant ma propre voix calme. « Comment exactement ai-je fait ça? Comment as-tu fait ça? » Il s'arrêta, prit une inspiration, essaya à nouveau. « Tu connaissais James Whitmore. Tu travailles avec lui depuis plus d'1 an. Tu as travaillé sur tout ce domaine, et tu n'as jamais pensé à me le mentionner? Je l'ai mentionné 2 fois. Tu n'étais pas intéressé. » Son visage devint rouge. « Tu as dit que tu travaillais sur une rénovation de domaine. Tu n'as pas dit que c'était le domaine de James Whitmore. Tu n'as pas dit que tu étais une sorte d'experte en préservation primée que tout le monde à ce dîner voulait rencontrer. Je ne suis pas une sorte d'experte, Christopher. » Je me sentis soudainement épuisé, fatigué jusqu'aux os. Je suis une architecte qui fait ce travail depuis 15 ans. Tu n'as juste jamais pris la peine de demander ce que cela signifiait réellement. Ce n'est pas juste, crachata-t-il. N'est-ce pas? Ma voix s'éleva légèrement malgré mes efforts pour rester calme. Quand remonte la dernière fois que tu m'as posé des questions sur un projet? Quand remonte la dernière fois que tu as manifesté un intérêt quelconque pour mon travail au-delà du fait qu'il interférait ou non avec ton emploi du temps? J'ai toujours soutenu ta carrière. Tu l'as toléré, corrigez-je. Il y a une différence. Tu as toléré mon travail tant qu'il ne t'incommodait pas ou ne te faisait pas paraître mal. Mais dès qu'il est devenu visible, dès que d'autres personnes ont vu ce que je faisais réellement, tu es en colère. Pas fier, en colère. Les mains de Christopher se serrèrent en poing sur ses genoux. Tu m'as délibérément caché ça. Tu m'as laissé entrer dans ce dîner en pensant que j'amenais ma femme pour impressionner les gens, et au lieu de ça, c'est toi que tout le monde voulait rencontrer. As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant? Je n'ai rien caché. Je t'ai parlé du projet Whitmore quand j'ai obtenu le contrat. Je t'ai dit que je travaillerais tard parce que nous étions dans une phase critique. Tu n'as juste pas écouté parce que tu t'en fichais. Je me soucie de toi. Tu te soucies de la version de moi qui s'intègre à ton plan de vie, dis-je, la version qui se présente à tes événements professionnels en ayant l'air suffisamment brillante, mais pas trop brillante, la version qui soutient ta carrière sans en avoir une qui pourrait éclipser la tienne. Il me fixa comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas vrai.
Alors pourquoi as-tu passé 3 semaines à me coacher sur la façon de ne pas t'embarrasser? Pourquoi m'as-tu dit que ces gens étaient au-dessus de mon niveau? Pourquoi m'as-tu traité comme un handicap qui avait besoin d'être géré? Parce que j'essayais de t'aider. Je n'avais pas besoin d'aide, Christopher. J'avais besoin d'un mari qui me respecte, qui me voit, qui se donne la peine de savoir qui j'étais réellement au lieu de décider qui je devais être. Les mots flottaient entre nous dans la voiture, et je le regardais les traiter. Je le regardais parcourir des justifications et des défenses, cherchant l'angle qui le ferait avoir raison et moi avoir tort. Il ne put pas le trouver. Tu aurais dû me le dire, dit-il finalement, plus doucement maintenant. Tu aurais dû me dire que tu travaillais avec James Whitmore, que tu connaissais tous ces gens, que tu étais. Il lutta avec les mots. Que tu avais plus de succès que je ne le pensais. Pourquoi, demandai-je. Pour que tu puisses t'attribuer le mérite de mes relations? Pour que tu puisses utiliser mes relations pour faire avancer ta propre carrière? Pour que tu puisses arrêter d'être gêné par moi et commencer à être fier d'avoir épousé quelqu'un de mieux? Eh bien, ce n'est pas. Je n'ai jamais dit que j'étais gêné par toi. Tu n'avais pas besoin de le dire, Christopher. Tu l'as montré chaque jour. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais rien ne sortit. Pour une fois dans toute notre relation, il n'eut aucune réponse. J'ouvris la portière de la voiture et sortis dans l'air frais de la nuit, montai jusqu'à notre maison, ma maison, celle que j'avais achetée et rénovée des années avant de le rencontrer, et entrai à l'intérieur. Christopher suivit quelques pas derrière, ses pas lourds sur le porche. Dans le salon, il retrouva enfin sa voix. Je n'arrive pas à croire que tu essaies de me faire porter le chapeau. C'est toi qui as menti. Je n'ai jamais menti, dis-je en me tournant vers lui. Pas une seule fois. Je t'ai dit ce que je faisais dans la vie. Je t'ai parlé de mes projets. Tu n'as juste jamais écouté parce que mon travail n'était pas assez important pour toi. Et maintenant, tu es en colère parce que d'autres personnes ont vu ce que tu as refusé de voir. Ce n'est pas juste, Nathalie. Rien de tout ça n'est juste. Mais c'est honnête. Et c'est peut-être ce qui te dérange vraiment, que tu ne puisses pas transformer ça en une histoire où tu es la victime et moi celle qui a fait quelque chose de mal. Son visage parcourut diverses émotions, la colère, la douleur, la défensive, quelque chose qui aurait pu être de la honte. Alors, qu'est-ce que tu dis? Que tout notre mariage a été un mensonge? Je dis que je ne pense pas que tu m'aies jamais réellement connu, et je ne pense pas que tu aies voulu le faire. Les mots sortirent plus doucement que je ne l'avais prévu, mais ils atterrirent durement. Je pouvais les voir l'atteindre, pouvais voir la réalisation commencer à percer ses défenses. Je montai à l'étage dans notre chambre et sortis mon sac de voyage du placard, commençai à emballer des vêtements, des articles de toilette, les choses dont j'aurais besoin pour quelques jours loin. Christopher apparut dans l'embrasure de la porte en regardant. Qu'est-ce que tu fais? Je pars pour un moment. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Tu pars? Juste comme ça? Juste comme ça, dis-je, pliant une chemise et la plaçant dans le sac. Je sortis mon téléphone et appelai Elena. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Salut, est-ce que je peux rester chez toi pendant un moment? Toujours, dit-elle sans hésitation. Que s'est-il passé? Je te raconterai quand j'arriverai. Je vais préparer la chambre d'amis. Conduis prudemment. Je terminai l'appel et fermai le sac. Quand je me retournai, Christopher était toujours debout dans l'embrasure de la porte, ayant l'air perdu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Tu pars vraiment, dit-il, pas une question cette fois, une réalisation. Je fais une pause pour être traité comme si je n'étais pas assez bien. Je n'ai jamais dit. Tu n'avais pas besoin de le dire. Je ramassai mon sac et me dirigeai vers la porte. Il s'écarta pour me laisser passer, mais je m'arrêtai et me tournai pour lui faire face une fois de plus. Laisse-moi te demander quelque chose, Christopher. En 3 ans de mariage, m'as-tu déjà posé des questions sur un projet sur lequel je travaillais? Es-tu déjà venu sur l'un de mes chantiers pour voir ce que je fais? As-tu déjà assisté à l'un de mes événements de l'industrie ou à mes cérémonies de remise de prix? As-tu déjà montré un intérêt sincère pour mon travail au-delà du fait qu'il interfère ou non avec ton emploi du temps ou qu'il te mette mal à l'aise lors de tes propres événements? Il ouvrit la bouche pour répondre. Rien ne sortit. Son visage devint pâle alors que la question s'installait en lui, l'obligeant à affronter quelque chose qu'il avait évité. Il y a eu des moments où j'ai pensé. Il ne put terminer une phrase, ne put construire une défense qui tiendrait face à la vérité.
C'est ce que je pensais, dis-je. Je descendis les escaliers et sortis par la porte d'entrée, montai dans ma voiture, ma Honda CR-V raisonnable et sans glamour avec des plans à l'arrière, et m'éloigner de la maison où j'avais passé 3 ans à me faire plus petite pour m'intégrer dans la vision limitée de quelqu'un d'autre de qui je devais être. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir Christopher debout dans l'embrasure de la porte, en silhouette contre la lumière de l'intérieur. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte, diminué. Ou peut-être avais-je enfin cessé de le voir comme plus grand qu'il ne l'était réellement. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Elena, porte déverrouillée. Le vin respire. Prends ton temps. Je conduisais dans les rues calmes vers son appartement de l'autre côté de la ville, et à chaque kilomètre, je sentais quelque chose se relâcher dans ma poitrine, quelque chose qui avait été serré plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Pas la liberté exactement, pas encore, mais la première inspiration avant, le début de la compréhension que je méritais plus que quelqu'un qui me voyait comme un projet à gérer plutôt qu'une personne à connaître, le début de la réalisation que le problème n'avait jamais été moi. Je me suis garé sur le parking d'Elena 20 minutes plus tard et suis resté assise dans la voiture pendant un moment, laissant le moteur revenir au silence. Mon téléphone s'alluma avec un SMS de Christopher, « S'il te plaît, reviens à la maison. Nous devons en parler. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris mon sac et suis monté à l'appartement d'Elena, où la porte s'est ouverte avant que je puisse frapper, et ma meilleure amie m'a serré dans une étreinte qui ressemblait au premier terrain solide sur lequel je me tenais depuis des années. « Raconte-moi tout, dit-elle. Alors, je l'ai fait. L'appartement d'Elena est devenu mon sanctuaire pour la semaine suivante. Elle avait fait de la place dans son placard sans que je le lui demande, rempli son réfrigérateur de ma crème à café préférée, et savait exactement quand j'avais besoin de parler et quand j'avais besoin de silence. La première nuit, nous nous sommes assis sur son canapé avec une bouteille de vin entre nous, et je lui ai tout raconté, non seulement le dîner, mais aussi les 3 années qui l'ont précédé, tous les petits moments que j'ai rejetés, rationalisés ou justifiés. Il ne t'a jamais connu, dit-elle la 3e nuit après que j'ai passé 1 heure à analyser si j'avais contribué au problème en n'étant pas plus direct au sujet de mes réalisations, et le plus effrayant, c'est qu'il n'a jamais voulu le faire. Ces mots ont touché quelque chose de profond et de vrai. Christopher ne m'avait pas épousé. Il avait épousé l'idée de moi, une épouse soutenante, un accessoire agréable, quelqu'un qui ne le défierait pas, ne l'éclipserait pas ou ne lui demanderait pas de regarder au-delà de son propre reflet. La personne réelle que j'étais avait été hors de propos pour lui depuis le début. Mon téléphone est devenu une source de stress constant pendant ces premiers jours. Les SMS de Christopher arrivaient comme sur des roulettes, chacun avec une saveur différente de la même désespoir. Jour 1, tôt le matin, je suis désolé d'avoir mal réagi hier soir. Pouvons-nous s'il vous plaît en parler? Jour 1 soir, je sais que tu es en colère, mais nous pouvons surmonter ça. Reviens à la maison. Jour 2, tu dois comprendre à quel point c'était choquant pour moi. Entrer dans ce dîner et découvrir que ma femme a toute cette carrière dont je ne savais rien. Peux-tu le voir de mon point de vue? Le jour 3 est devenu colérique, tu m'as délibérément humilié devant les personnes les plus importantes de mon réseau professionnel. Tu m'as laissé passer pour un idiot. Ce n'est pas quelque chose qu'une femme fait à son mari. Le jour 4 est revenu à des excuses, je t'aime. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, parle-moi. Je n'ai répondu à aucun d'eux, je me suis contenté de regarder les messages arriver, chacun révélant davantage ce que Christopher était réellement quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Elena me remarqua en train de fixer mon téléphone un soir et le prit doucement de mes mains. Tu ne lui dois pas de réponse. Tu ne lui dois rien. Je sais. Ça me paraît étrange. 3 ans de mariage et ça se termine avec moi qui ignore ses SMS depuis le canapé de ma meilleure amie. 3 ans de mariage se sont terminés au moment où il t'a dit de ne pas l'embarrasser, corrigea-t-elle. Tu ne fais que le reconnaître. Elle avait raison. Le mariage était terminé depuis un certain temps. J'étais juste trop investi à le faire fonctionner pour voir à quel point il était déjà brisé. Le 6e jour, Christopher envoya un message plus long. Je le lus 2 fois, sentant quelque chose changer en absorbant les mots. Nathalie, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. Je suis désolé pour la façon dont j'ai agi au dîner. J'ai été surpris et je me suis senti embarrassé, mais ce n'est pas de ta faute. Je réalise maintenant que je n'ai pas été aussi soutenant envers ta carrière que j'aurais dû l'être. Je veux arranger ça. Je veux comprendre ce que tu fais et être fier de toi comme j'aurais dû l'être depuis le début. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Je fixai le message pendant longtemps.
Il disait presque toutes les bonnes choses, les excuses, la reconnaissance, le désir de changer. Mais il manquait quelque chose. Il était désolé d'avoir été pris en flagrant délit de manque de soutien, pas désolé pour les années de rejet réel. Il voulait réparer l'embarras qu'il avait ressenti, pas réparer les dommages qu'il avait causés à notre relation. Il m'aimait, mais quelle version? La vraie qu'il venait de découvrir, ou celle gérable qu'il pensait avoir épousée? Le message visait à préserver ce qu'il voulait, pas à comprendre ce qu'il avait fait. Je l'appelais. Il méritait d'entendre ma voix quand j'ai mis fin à notre mariage. Il répondit à la première sonnerie. Nat, Dieu merci. Peux-tu rentrer à la maison? Tu me manques. Nous pouvons surmonter ça. Je ne pense pas que nous le puissions, Christopher. Silence. Puis prudemment, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne respectes pas ce que je fais, dis-je, gardant ma voix stable. Tu ne l'as jamais fait. Tu as passé tout notre mariage à me traiter comme si j'essayais de réussir au lieu de reconnaître que je l'étais déjà. Et quand tu as découvert la vérité, tu n'étais pas fier. Tu étais humilié. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ce n'est pas juste. J'étais juste choqué. Tu étais embarrassé, corrigeai-je. Il y a une différence. Tu étais embarrassé que ta femme ait plus de succès que tu ne le pensais, qu'elle ait des relations que tu n'avais pas, qu'elle n'ait pas besoin de toi de la façon dont tu avais besoin qu'elle ait besoin de toi. Je n'ai jamais dit. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu l'as montré chaque jour pendant 3 ans. Je pris une inspiration. Tu voulais une femme qui soit belle lors des événements et qui soutienne tes ambitions. Je voulais un partenaire qui valorise mon travail autant que je valorise le sien. Nous voulions des choses différentes. Nous le voulons toujours. Alors quoi? Tu abandonnes juste? Tu jettes juste 3 ans de mariage à cause d'une mauvaise nuit. Et là, il était. Il pensait toujours que le problème était le dîner, un incident isolé pour lequel il pouvait s'excuser et passer à autre chose. Il ne voyait pas le schéma, ne comprenait pas que le dîner avait simplement révélé ce qui avait toujours été vrai. Je n'abandonne pas, dis-je doucement. J'accepte la réalité. Et la réalité est que je mérite quelqu'un qui ne pense pas que j'ai besoin de prouver ma valeur pour mériter d'être aimé. Je n'ai jamais dit que tu ne valais pas. Nathalie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et je pense que tu le sais. Je pense que c'est pourquoi tu es si en colère. Il se tut. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, pouvais presque le sentir chercher les bons mots qui feraient disparaître ça. Il ne put pas les trouver. Je vais demander le divorce, dis-je. Je voulais que tu l'apprennes de moi en premier. Nathalie, s'il te plaît. Je terminai l'appel. 2 semaines plus tard, j'ai déposé les papiers. Mon avocate était efficace et compréhensive. Le partage des biens serait simple. La maison était à moi d'avant le mariage. Nos comptes bancaires avaient toujours été séparés, et Christopher n'avait aucun droit sur mon entreprise. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle l'histoire s'est répandue. En moins d'1 mois, le compte du mari qui ne savait pas que sa femme était l'architecte avec laquelle tout le monde voulait travailler était devenu un potin de l'industrie. J'en ai entendu différentes versions, certaines précises, d'autres embellies, racontées lors de conférences, partagées lors de dîners avec des clients, échangées lors d'événements de réseautage. Des gens que je n'avais jamais rencontrés connaissaient l'histoire. Certains l'ont trouvée inspirante, d'autres l'ont trouvée hilarante. Quelques-uns l'ont utilisée comme une histoire à mettre en garde contre les hypothèses et l'ego. Mon téléphone sonnait constamment avec de nouvelles demandes de projets. Les personnes qui avaient été au dîner voulaient travailler avec moi. Les personnes qui avaient entendu parler du dîner voulaient me rencontrer. James Whitmore avait apparemment partagé l'histoire lui-même, la présentant comme un exemple de la raison pour laquelle il valorisait la substance plutôt que l'image. L'attention était flatteuse et accablante à parts égales. Pendant ce temps, le monde professionnel de Christopher s'effondrait d'une manière dont j'ai entendu parler par le biais de connaissances communes. Apparemment, il a essayé de tirer parti de sa relation avec Nathalie pour établir des contacts avec certains des invités du dîner, a contacté Michael Chin au sujet des opportunités d'investissement, a mentionné avec désinvolture que sa femme était l'architecte que Chin avait tant admiré. James Whitmore avait mis fin à cela immédiatement, avait clairement indiqué à son réseau que Christopher n'était pas affilié à mon cabinet, n'avait pas d'accès professionnel à moi et ne devait pas se présenter comme étant lié à mon travail. Le message était sans ambiguïté. Christopher s'était embarrassé,
et tenter de profiter de la réputation de sa femme ne ferait qu'aggraver la situation. J'ai appris par un ancien collègue que le cabinet de Christopher l'avait écarté pour la promotion qui l'attendait. La raison officielle était des préoccupations d'adéquation et des problèmes de jugement professionnel. La raison non officielle, selon les potins de bureau, était qu'il s'était ridiculisé devant certains des clients potentiels les plus importants du cabinet. Il s'avère que s'embarrasser devant les investisseurs les plus influents de la région a des conséquences. Je n'en tirais pas de satisfaction exactement. Les difficultés professionnelles de Christopher n'étaient pas quelque chose que j'avais orchestré ou célébré, mais je ne me sentais pas désolé pour lui non plus. Il avait bâti sa carrière sur l'image et les relations, sur le fait de connaître les bonnes personnes et de dire les bonnes choses. Lorsque cette fondation s'est fissurée, toute la structure est devenue instable. Pendant ce temps, ma carrière, construite sur une expertise réelle, des projets achevés et des relations basées sur le respect mutuel, restait solide. La différence était suffisamment frappante pour être sa propre leçon. Elena et moi en avons parlé un soir autour d'un dîner chez elle. Je restais là depuis 3 semaines à ce moment-là, et nous étions tombés dans un rythme de coexistence facile. « Tu penses qu'il ira bien ?» demanda-t-elle. « Christopher, je veux dire, professionnellement. » J'ai considéré la question honnêtement. Finalement, probablement. Il est intelligent et capable quand il n'essaie pas tant d'impressionner les gens. Peut-être que cela lui apprendra quelque chose. Et personnellement, j'ai pensé aux SMS qui avaient finalement cessé d'arriver, au papier de divorce qu'il avait signé sans contestation, au mariage qui avait l'air fonctionnel en surface, mais qui était vide en dessous. Je pense qu'il trouvera quelqu'un qui correspond à l'image qu'il veut, dis-je. Quelqu'un qui est heureuse d'être l'épouse soutenante qui ne le défie pas, et peut-être que cela le rendra heureux. Mais cela ne t'aurait pas rendu heureuse. Non, acquiesçai-je. Cela ne l'aurait vraiment pas fait. Elena leva son verre. Pour savoir faire la différence. Je fis teinter mon verre contre le sien et souris. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer jusqu'au fond de mes poumons. Le chagrin était toujours là, la perte de 3 ans, la mort de ce que j'avais espéré que le mariage pourrait être. Mais sous le chagrin, il y avait quelque chose de plus fort, un soulagement, et la certitude tranquille et grandissante que j'avais fait le bon choix. 3 mois après avoir demandé le divorce, j'ai vu Christopher dans mon café préféré. C'était un mardi matin, assez tôt pour que l'endroit soit encore calme. Je venais de commander mon café habituel quand je l'ai repéré assis à une table d'angle, son ordinateur portable ouvert, ayant l'air d'être à sa place là-bas. Nos yeux se rencontrèrent. Il hocha la tête, fit un petit signe de la main, puis retourna à son écran comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai pris mon café et suis parti sans le saluer davantage. La semaine suivante, je l'ai revu. Jour différent, même café, même table d'angle. Cette fois, il était sur son téléphone, mais il leva les yeux quand je suis entré. Un autre petit signe de tête. Une autre prétention de coïncidence fortuite. La 3e fois, je revenais à ma voiture après une réunion de chantier près du quartier d'Elena et j'ai repéré sa voiture garée en face de son immeuble. Il était assis sur le siège du conducteur, faisant défiler son téléphone. Quand il me vit le remarquer, il démarra le moteur et s'éloigna. Ce soir-là, je lui ai envoyé un SMS, « Tu dois arrêter de te montrer là où je suis. » Ce n'est plus une coïncidence. C'est délibéré. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Je vis aussi dans cette ville. J'ai le droit d'aller où je veux. Tu ne possèdes pas ces endroits. Techniquement vrai. Légalement, je n'avais aucun motif pour lui dire où il pouvait ou ne pouvait pas être. Mais le schéma devenait indéniable, café, la rue près de mon bureau, devant l'immeuble d'Elena. Toujours juste assez présent pour être remarqué, jamais assez proche pour être qualifié de harcèlement. Regarder, attendre, s'assurer que je savais qu'il était là. J'en ai parlé à Elena ce soir-là lors du dîner. Elle a écouté avec une inquiétude croissante, son expression s'assombrissant au fur et à mesure que je décrivais chaque incident. Ce n'est pas une coïncidence, dit-elle fermement. C'est un comportement de harcèlement. Tu dois documenter chaque fois que tu le vois. Il ne fait rien d'illégal, pas encore, mais les hommes qui font ce genre de choses escaladent. Commence à tenir un registre. Date, heure, lieu, juste au cas où. J'ai commencé la documentation ce soir-là, me sentant mal à l'aise à cause de ce que cela impliquait, que mon mariage ne se terminait pas seulement, il dégénérait en quelque chose de plus laid. Puis les appels de collègues ont commencé.
Tout d'abord, c'était David, un architecte avec qui j'avais travaillé sur la restauration d'un bâtiment municipal il y a 2 ans. Salut, Nathalie. Question bizarre, mais as-tu demandé à Christopher de me contacter? Il a appelé hier pour poser des questions sur ce projet de bibliothèque que nous avons fait ensemble. Il voulait savoir qui était le client, quel était le budget, si tu travaillais encore avec eux. Mon estomac se serra. Non, je ne lui ai pas demandé de te contacter. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je ne le sentais pas bien, alors j'ai dit que je ne pouvais pas discuter des informations sur le client. Il est devenu un peu insistant à ce sujet, cependant, a dit qu'il essayait juste de mieux comprendre ton travail. 2 jours plus tard, mon coordinateur de projet a mentionné que quelqu'un prétendant être mon mari avait appelé le bureau pour demander notre liste de clients. La réceptionniste avait poliment refusé et avait transféré l'appel à notre directrice de bureau, qui lui avait dit fermement que nous ne pouvions pas partager ces informations sans ma permission explicite. Ensuite, Bryn, mon assistante, m'a tiré à l'écart un après-midi avec une expression qui m'a dit que cette conversation ne serait pas agréable. Je ne devrais probablement pas te dire ça, commença-t-elle, elle, fermant la porte de mon bureau derrière elle, mais Christopher a contacté notre bureau hier, a appelé la ligne principale et a été transféré à moi quand il a dit qu'il s'agissait de doc. Humain financier. Quel genre de document financier? C'est le problème. Il était vague à ce sujet. Il a dit qu'il avait besoin de vérifier certains documents datant de l'époque où vous étiez mariés. Mais ensuite, il a commencé à poser des questions sur les contrats en cours, les noms des clients, les valeurs des projets. Il voulait en savoir plus sur le paiement du domaine Whitmore, sur les projets à venir, sur les projections de revenus. Elle avait l'air vraiment mal à l'aise. Je lui ai dit que je ne pouvais rien partager de tout ça sans ta permission directe. Il s'est mis en colère, a même élevé la voix, a dit qu'il avait un droit légal aux informations sur les actifs qui pourraient être considérés comme des biens matrimoniaux. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide, biens matrimoniaux. Il n'essayait pas de comprendre mon travail ou de réconcilier notre relation. Il préparait un dossier. J'ai appelé mon avocate de divorce dans l'heure. Nathalie, j'allais justement t'appeler, dit-elle en répondant. L'avocat de Christopher a déposé une requête ce matin. Il prétend avoir droit à une partie de la valeur de ton cabinet en tant que bien matrimonial. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quel est son argument? Son argument est que ton entreprise a considérablement augmenté pendant ton mariage. Il prétend que son soutien émotionnel et son partenariat ont permis ton succès et qu'il mérite une compensation pour sa contribution à la trajectoire de ta carrière. Son ton était professionnel, mais je pouvais entendre la frustration sous-jacente. Ce n'est pas rare dans les divorces où un conjoint a une entreprise, mais dans ton cas, c'est particulièrement absurde. Ton cabinet a été créé des années avant que tu ne le rencontres, et la croissance est clairement attribuable à ta propre expertise et à ta propre réputation. Donc, nous pouvons nous battre contre ça, n'est-ce pas? Absolument. La demande n'a aucune base réelle. Mais je dois te prévenir, ça va devenir compliqué. Il ne va pas laisser tomber ça facilement. Elle fit une pause. Les hommes comme Christopher ne gèrent pas bien le rejet, et ils ne gèrent surtout pas d'être éclipsés par des femmes qu'ils pensaient être en dessous d'eux. Il va rendre ça aussi difficile et long que possible. Que dois-je faire? Tout documenter. Chaque contact qu'il prend, chaque fois qu'il se présente quelque part où il ne devrait pas être, chaque appel à ton bureau ou à tes collègues. Nous devons établir un schéma montrant que ce n'est pas une question d'intérêt financier légitime. Il s'agit de contrôle et de représailles. J'ai raccroché en me sentant malade. Le divorce que j'avais espéré serait simple se transformait en quelque chose de plus laid et de plus compliqué que je ne l'avais prévu. Puis vint le développement que je n'avais vraiment pas vu venir. J'étais à un événement de réseautage de l'industrie 2 semaines plus tard, un de ces mixés du soir où les architectes, les promoteurs et les membres du conseil de préservation se mêlaient autour de vin et d'amuse-gueule. J'avais presque manqué ça, épuisé de devoir gérer les manœuvres légales de Christopher, mais James Whitmore m'avait personnellement demandé d'y assister. Il voulait me présenter à quelqu'un intéressé par un projet de restauration de théâtre. J'étais en train de parler avec le client potentiel lorsque j'ai aperçu Christopher de l'autre côté de la pièce. Ma première pensée a été la confusion. Christopher n'avait jamais assisté à ces événements lorsque nous étions mariés. Il avait toujours prétendu qu'ils étaient ennuyeux, trop spécialisés, sans rapport avec son domaine. Puis j'ai vu la femme avec lui. Elle était jeune, peut-être mi-vingtaine, habillée de manière professionnelle mais forçant un peu trop le trait, le genre de tenue qui annonçait l'ambition.
Elle souriait à Christopher comme s'il expliquait quelque chose de fascinant. Son bras était autour de sa taille d'une manière désinvolte et possessive. Je l'ai reconnue, Rachel Morrison, chef de projet junior chez Hendricks & Associates, une entreprise concurrente spécialisée dans les rénovations commerciales. Nous avions été de part et d'autre d'un appel d'offres une fois. Elle semblait compétente mais inexpérimentée, désireuse de faire ses preuves. Christopher m'a vu regarder, et son expression a pris une tournure que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, pas de l'embarras, quelque chose qui ressemblait plus à de la provocation. Je me suis excusé de la conversation et j'ai trouvé Elena, qui était venue avec moi pour me soutenir moralement. « C'est Christopher ?» a-t-elle demandé, suivant mon regard. « Avec Rachel Morrison de Hendricks. »« Depuis combien de temps ça dure ?»« Je n'en ai aucune idée. Je l'apprends en même temps que toi. » Le lendemain matin, un collègue m'a envoyé une capture d'écran des réseaux sociaux de Christopher. Elle provenait de l'événement, Christopher et Rachel souriaient à l'appareil photo, son bras autour de ses épaules, chacun tenant un verre de vin. La légende disait « Excellente soirée de réseautage avec les meilleurs de la conservation historique. » J'apprends toujours de cette incroyable communauté. J'ai regardé la photo, des pièces s'emboîtant. Christopher ne faisait pas que sortir avec Rachel. Il l'utilisait, accès à mon secteur, entrée à des événements dont il ne s'était jamais soucié auparavant, informations sur des projets, des clients et des stratégies d'entreprise qu'il pourrait potentiellement exploiter. Le tout enveloppé dans l'apparence d'une nouvelle relation qui le faisait paraître connecté et pertinent. Il était calculateur, transparent pour quiconque y prêtait attention, et apparemment efficace. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris par divers canaux que Christopher se rendait à des réunions de sociétés de conservation, à des conférences d'architecture, et même à une visite de bâtiments historiques qui nécessitaient une préinscription, des endroits qui ne l'avaient jamais intéressé lorsque nous étions mariés, toujours avec Rachel, se présentant toujours comme quelqu'un de profondément connecté à la communauté de la conservation, s'assurant toujours que les gens savaient qu'il comprenait le domaine, appréciait le travail, avait des relations avec les principaux acteurs. Il reconstruisait sa réputation grâce à la proximité de mon monde. Le monde qu'il avait rejeté comme sans importance pendant 3 ans était soudainement sa nouvelle identité professionnelle. Et Rachel, qu'elle s'en rende compte ou non, était son point d'accès. J'en ai parlé à mon avocate lors de notre prochain appel. « C'est en fait utile pour notre affaire », a-t-elle dit. Cela montre que son intérêt soudain pour votre domaine est stratégique, pas sincère, qu'il voit de la valeur dans vos relations professionnelles et votre réputation, ce qui mine son affirmation selon laquelle il ne savait pas ou ne comprenait pas ce que vous faisiez pendant le mariage. Dois-je m'inquiéter qu'il obtienne des informations par le biais de Rachel sur mes projets ou mes clients? Documentez tout ce qui est suspect, mais ne partez pas du pire. Elle n'a peut-être aucune idée qu'elle est utilisée, ou elle est peut-être plus intelligente qu'il ne le pense et maintient des limites professionnelles appropriées. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'inquiétude que la campagne de Christopher ne faisait que commencer, que la requête juridique, l'implication soudaine dans l'industrie et la relation stratégique n'étaient que des pièces d'un ensemble plus vaste. Il m'avait sous-estimé pendant 3 ans. Maintenant, il savait exactement qui j'étais et ce que j'avais accompli. Et au lieu d'accepter la défaite avec grâce, il se positionnait pour en revendiquer le mérite, ou, à défaut, pour la démolir. Je suis rentré chez moi après cette conversation avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des mois, une peur authentique, non pas d'un danger physique, mais de ce que quelqu'un avec une fierté blessée et une intelligence stratégique pouvait faire lorsqu'il décidait que la vengeance importait plus que la dignité. Christopher avait toujours été doué pour jouer à long terme, calculant ses mouvements plusieurs coups à l'avance. Je n'avais tout simplement pas réalisé que j'étais devenu son adversaire. L'invitation à la remise des prix régionaux de la conservation est arrivée 6 semaines après que j'ai découvert la campagne de Christopher. J'avais été nommé pour la restauration du domaine Whitmore, le même projet qui avait fait exploser mon mariage 4 mois plus tôt. L'ironie était presque poétique. Le bâtiment dans lequel Christopher m'avait dit de ne pas lui faire ont été maintenant la raison pour laquelle j'étais honoré par la communauté de la conservation. Elena a insisté pour venir avec moi en tant qu'accompagnatrice. « Tu ne vas pas affronter cette pièce seule », a-t-elle dit fermement quand j'ai mentionné l'événement. « Et si Christopher se présente, je veux être là pour voir sa tête quand tu gagneras. » « Je pourrais ne pas gagner. »« Tu vas gagner », a-t-elle dit avec une certitude absolue, « et tu vas être magnifique en le faisant. » La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel historique Grandview, une propriété magnifiquement restaurée des années 1920. La salle de bal était remplie d'architectes, de promoteurs immobiliers,
de membres du conseil de conservation et de fonctionnaires de la ville, en gros, tous ceux qui comptaient dans le monde de la conservation historique régionale. Je portais une robe bleu profond qu'Elena m'avait aidé à choisir, quelque chose d'élégant et d'assuré sans trop en faire. Mes cheveux étaient coiffés de manière professionnelle, les bijoux discrets. Quand je me suis regardé dans le miroir avant de partir, j'ai vu quelqu'un qui avait sa place dans cette pièce, quelqu'un qui avait mérité sa place là. Nous sommes arrivés tôt, et j'ai immédiatement commencé à reconnaître des visages, des collègues avec lesquels j'avais travaillé, des clients de projets passés, James Whitmore, qui a fait signe de l'autre côté de la pièce et a commencé à s'approcher pour nous saluer. Puis j'ai vu Christopher. Il se tenait près du bar avec Rachel, tous deux vêtus pour l'occasion. Son costume était neuf. Je ne l'ai pas reconnu. Rachel portait une robe de cocktail légèrement trop formelle pour l'événement, comme si elle avait mal jugé le code vestimentaire. Elena a suivi mon regard, et sa prise sur mon bras s'est resserrée. Respire profondément. Tu es ici parce que tu l'as mérité. Il est ici parce qu'il essaie de rester pertinent. Je sais. Tu veux partir? Absolument pas. James nous a rejoints avant que je puisse trop réfléchir à la présence de Christopher. Il m'a salué chaleureusement, m'a félicité pour la nomination, a présenté Elena à un promoteur immobilier avec lequel il parlait. En quelques minutes, j'étais absorbé par des conversations sur les projets à venir et les défis de la conservation, le genre de discussion professionnelle substantielle qui me rappelait pourquoi j'aimais ce travail. J'ai vu Christopher me regarder de l'autre côté de la pièce, mais j'ai refusé de le laisser m'affecter. Quand ils ont appelé tout le monde à s'asseoir pour le dîner et la remise des prix, Elena et moi avons trouvé notre table assignée près de l'avant. James était assis à la même table avec deux membres du conseil de la société de conservation et leurs conjoints. Christopher et Rachel étaient assis vers le fond. Le dîner s'est déroulé dans un flou de plats et de conversations. Mon estomac était trop noué par la nervosité pour manger beaucoup, mais j'ai souri et participé et fait semblant de ne pas compter les minutes jusqu'à ce qu'ils annoncent la catégorie de la restauration. Finalement, les prix ont commencé. Ils ont commencé par des catégories plus petites, meilleure réutilisation adaptative de moins de $1 million, meilleur document de planification de la conservation, contribution bénévole exceptionnelle. Chaque gagnant a prononcé un bref discours, a remercié ses équipes et a posé pour des photos. Puis est venue la catégorie pour laquelle j'avais été nommé, Excellence en restauration de bâtiments historiques. La présentatrice a lu les noms des candidats, décrivant brièvement chaque projet. Quand elle est arrivée au domaine Whitmore, elle y a passé plus de temps, soulignant la complexité, les solutions innovantes aux défis de la conservation, l'achèvement avant la date prévue, et la gagnante est Nathalie Harper pour la restauration du domaine Whitmore. La salle a éclaté en applaudissements. Elena m'a attrapé la main et l'a serrée. James était déjà debout pour me prendre dans ses bras. Je me suis levé de mon siège, les jambes d'une certaine manière stables malgré l'adrénaline qui inondait mon système, et j'ai marché vers la scène. Le prix était plus lourd que je ne l'avais prévu, une pièce de cristal montée sur du bois, magnifiquement gravée. Je me suis tenu au podium en regardant la salle de bal remplie de gens et j'ai senti quelque chose changer en moi. J'en avais fini d'être silencieuse, d'être discrète, d'autoriser quiconque à me faire sentir que mes réalisations devaient être cachées ou justifiées. Merci, ai-je commencé, ma voix claire et forte. Ce prix représente 15 ans de travail que tout le monde n'a pas valorisé ou compris. J'ai vu Christopher au fond de la salle, sa posture rigide. Il y a eu des gens dans ma vie qui ont considéré mon dévouement à la conservation historique comme un inconvénient plutôt que comme une vocation, qui pensaient que se présenter sur les chantiers en botte de travail signifiait que je n'avais pas de succès, qui m'ont dit de ne pas leur faire honte devant des gens importants, sans se rendre compte que ces gens importants m'appelaient pour me demander des conseils. Je n'ai pas dit son nom, je n'ai pas pointé du doigt, je n'avais pas besoin de le faire. La moitié de la salle connaissait l'histoire. Je pouvais voir la reconnaissance poindre sur les visages, je pouvais voir les gens jeter un coup d'œil vers le fond où Christopher était assis. Son visage était devenu rouge foncé. Rachel avait l'air confuse, mal à l'aise, comme si elle commençait à reconstituer quelque chose qui ne lui plaisait pas. Ce prix appartient à tous ceux qui ont été sous-estimés, ai-je poursuivi, à tous ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bien, ou trop bien, ou en quelque sorte inadaptés pour être exactement qui ils sont. Nous n'avons pas besoin que les autres reconnaissent notre valeur. Nous avons juste besoin de continuer à faire un travail qui compte. Les applaudissements ont été tonitruants. Les gens se sont levés. Elena pleurait. James rayonnait de fierté. J'ai quitté la scène avec le prix dans les mains et la tête haute,
me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Après la fin de la cérémonie, les gens se sont précipités pour me féliciter. J'ai serré des mains, accepté des compliments, posé pour des photos. Les conversations se sont estompées dans une chaude brume de validation et de respect professionnel. J'étais en train de parler avec un promoteur immobilier d'un projet potentiel quand j'ai senti une main sur mon bras. « Christopher, nous devons parler », a-t-il dit d'une voix tendue. Elena s'est matérialisée à mon autre côté. « Non, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. »« Cela ne vous concerne pas », a dit Christopher en s'adressant à elle, sans me quitter des yeux. « En fait, si. Nathalie m'a demandé d'être ici précisément pour qu'elle n'ait pas à s'occuper de vous seule. » J'ai doucement touché le bras d'Elena. « C'est bon. Je vais m'en occuper. » Elle a lancé à Christopher un regard qui aurait pu décaper de la peinture, puis a reculé, mais pas de beaucoup. Christopher m'a conduite vers le vestiaire, légèrement à l'écart de la foule. Rachel nous suivait, l'air de plus en plus angoissé. « Ce discours était un coup bas », a dit Christopher, sa voix tendue par une colère à peine maîtrisée. « Vous m'avez délibérément humilié devant tout le monde. Encore une fois. » Je l'ai regardé avec un calme que j'avais gagné grâce à des mois de thérapie et de douloureuse introspection. « Je n'ai pas mentionné votre nom, Christopher. Si vous vous êtes senti humilié, c'est votre conscience qui reconnaît la vérité. Vous l'avez rendu évident. J'ai raconté mon histoire. Si cela vous met mal à l'aise, c'est peut-être quelque chose que vous devriez examiner. » Il s'est approché, et j'ai vu quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. « Vous essayez de détruire ma réputation depuis le divorce. » Soudain, James Whitmore était là, se positionnant subtilement entre nous. « Y a-t-il un problème ici ?» Le visage de Christopher a pâli. Sa colère s'est dégonflée comme un ballon crevé quand il a remarqué qui venait d'interrompre. « Pas de problème, » a dit Christopher avec raideur en reculant d'un pas. « J'étais juste en train de féliciter mon ex-femme pour son prix. » James a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Nathalie a mérité chaque reconnaissance qu'elle a reçue. Son talent parle de lui-même. Il l'a toujours fait. Il s'est tourné vers moi. « Rebecca Hartford vous cherche. Elle veut discuter de ce projet de théâtre. » C'était un rejet clair. J'ai hoché la tête avec reconnaissance et j'ai commencé à me retourner. « Nathalie », a commencé Christopher, mais Rachel a soudainement pris la parole, sa voix tranchant la tension. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. » « Excusez-moi. » Elle s'est éloignée rapidement, se dirigeant vers le couloir où se trouvaient les toilettes. J'ai suivi un instant plus tard, voulant échapper à la confrontation, et je me suis retrouvé dans le calme des toilettes pour femmes, en train de me laver les mains quand Rachel est sortie d'une cabine. Nos regards se sont croisés dans le miroir. Elle avait l'air secouée, presque en larmes. « Puis-je vous parler une minute ?» J'ai séché mes mains lentement. « D'accord. J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Elle a pris une inspiration, se ressaisissant. « Christopher m'a utilisé. Je ne l'ai pas vu au début, mais ce soir, c'est devenu évident. Rachel, vous n'êtes pas obligée. Si, je dois le faire, parce que vous méritez de savoir. » Elle s'est appuyée contre le comptoir. « Il m'a invité à sortir juste après le dépôt de votre demande de divorce, disant qu'il voulait rester en contact avec la communauté de l'architecture, qu'il avait toujours été intéressé par la conservation, mais qu'il n'avait jamais eu le temps de l'explorer pendant son mariage. » Cela semblait doux, sincère. J'ai attendu, sans rien dire. Mais il m'a posé des questions sur les projets de votre entreprise, essayant d'obtenir des informations sur les clients avec lesquels vous travaillez, les appels d'offres à venir, les réunions de stratégie. Je pensais qu'il était juste curieux, essayant de mieux comprendre le domaine. Mais ce soir, après votre discours, elle a avalé sa salive difficilement. Il a dit que vous aviez toujours été une personne manipulatrice qui avait eu de la chance, que vous l'aviez délibérément humilié pour faire avancer votre propre carrière, qu'il allait s'assurer que vous payiez pour ce que vous aviez fait à sa réputation. Les mots planaient dans l'air entre nous. Je pensais que vous devriez savoir comment il est vraiment, a continué Rachel. J'en ai fini de faire partie de ce jeu qu'il joue. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'ai regardé cette jeune femme qui avait été prise entre deux feux de mon mariage raté et j'ai ressenti une sincère sympathie pour elle. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit doucement. Et je suis désolé que vous ayez été entraîné dans tout ça. Elle a esquissé un sourire faible. Leçon apprise, je suppose. Elle a quitté les toilettes,
et je suis resté là un instant à traiter ce que je venais d'entendre. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon avocate. Besoin de parler demain matin. J'ai de nouvelles informations sur le comportement de Christopher. Rachel Morrison est disposée à faire une déclaration. La réponse est arrivée en quelques secondes. Parfait. C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin pour mettre fin à ces inepties juridiques. Je suis retourné dans la salle de bal, j'ai trouvé Elena et je lui ai tranquillement raconté ce qui s'était passé. Alors Rachel a finalement compris qu'elle était utilisée, a dit Elena. Tant mieux pour elle. Mieux vaut tard que jamais. Sa déclaration pourrait mettre fin à la revendication de Christopher sur mon entreprise. Alors demain sera une très bonne journée. J'ai regardé la salle de bal une dernière fois et j'ai vu Christopher debout seul près de la sortie, Rachel nulle part en vue. Il avait l'air plus petit en quelque sorte, diminué. Ou peut-être que j'ai finalement cessé de le voir plus grand qu'il ne l'était réellement. Le lendemain matin de la cérémonie de remise des prix, j'ai rencontré mon avocate, forte de la volonté de Rachel de faire une déclaration. Nous étions assises dans son bureau avec du café et des bloc-notes, et j'ai raconté tout ce que Rachel m'avait dit, la chronologie de la cour de Christopher, ses questions sur mes projets et mes clients, les commentaires qu'il avait faits après mon discours d'acceptation. C'est exactement ce dont nous avions besoin, a dit mon avocate en prenant des notes. Cela établit un schéma clair de manipulation stratégique. Il n'était pas un conjoint solidaire contribuant à votre succès. Il était activement dédaigneux de votre travail jusqu'à ce qu'il voie une occasion de l'exploiter à son profit. Rachel est venue plus tard dans l'après-midi et a fait sa déclaration. Elle était nerveuse mais résolue, détaillant chaque conversation où Christopher avait orienté le sujet vers mon entreprise, chaque question sur les clients et les contrats, chaque tentative de se positionner comme étant liée à mon monde professionnel. Je me sens stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt, a-t-elle dit en signant la déclaration sous serment, mais je veux réparer les choses. Vous faites ce qu'il faut maintenant, l'a assuré mon avocate. C'est ce qui compte. 2 semaines plus tard, nous avons tout présenté au juge qui s'occupait de notre affaire de divorce, la déclaration sous serment de Rachel, les documents de mon assistante sur les appels de Christopher au bureau, le schéma de ses apparitions dans les endroits que je fréquentais, son implication soudaine dans des événements de l'industrie de la conservation auxquels il n'avait jamais assisté pendant notre mariage. Mon avocate a exposé les faits méthodiquement. Monsieur Bennett prétend avoir soutenu la carrière de Madame Harper et mérite une compensation pour ce soutien. Les preuves montrent le contraire. Il a rejeté son travail, n'a montré aucun intérêt pour ses projets et a activement découragé son développement professionnel. Ses actions actuelles démontrent que sa requête ne concerne pas une répartition équitable des biens. C'est une représaille pour avoir été publiquement révélé comme quelqu'un qui a sous-estimé sa femme. Le juge a examiné les documents, a posé quelques questions de clarification, puis a rendu sa décision. La requête de Christopher a été rejetée avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas la redéposer. Il a été conseillé à son avocat que la poursuite de cet argument serait considérée comme du harcèlement et pourrait entraîner des sanctions. Le divorce se déroulerait comme initialement proposé, partage des biens matrimoniaux acquis pendant notre mariage, mais aucune revendication sur mon entreprise ou sa croissance. L'avocat de Christopher lui a conseillé d'accepter le règlement. Il a signé les papiers sans autre contestation. 6 mois après que j'ai quitté notre maison avec un seul sac, le divorce a été finalisé. Je n'ai plus jamais parlé à Christopher. La dissolution de mon mariage a ouvert un espace pour l'expansion de ma carrière d'une manière que je ne m'étais pas permise d'espérer. Les 4 projets avec lesquels j'avais établi des liens lors de ce dîner ont tous progressé. La conversion de la filature textile est devenue l'un des projets les plus stimulants et les plus gratifiants de mon entreprise, transformant un espace industriel en loft résidentiel tout en préservant la structure originale en briques et en bois. La restauration du théâtre nous a valu un autre prix et a mené à 2 autres projets similaires. La rénovation de l'hôtel historique nous a valu une reconnaissance régionale. Le développement à usage mixte dans le quartier historique nous a établi comme l'entreprise incontournable pour les travaux de conservation complexes. J'ai embauché 3 nouveaux architectes en moins de 8 mois. Tous étaient talentueux, passionnés par la conservation et apportaient des perspectives qui renforçaient notre travail. J'ai promu Brine au poste de chef de projet senior, et elle a prospéré dans ce rôle. Nous avons déménagé dans un espace de bureau plus grand dans un bâtiment restauré des années 1920 du centre-ville. L'ironie de loger une entreprise de conservation dans un bâtiment conservé ne m'a pas échappé. Notre environnement de travail est devenu un témoignage de ce que nous valorisions, plancher de bois d'origine,
briques apparentes, détails d'époque conservés aux côtés d'une fonctionnalité moderne. J'ai remporté 2 autres prix cette année-là, j'ai été présenté dans un magazine d'architecture nationale dans un article sur les femmes à la tête du mouvement de la conservation, j'ai été invité à prononcer un discours d'ouverture lors d'une conférence régionale où j'ai parlé de l'intersection de l'intégrité historique et de la durabilité moderne. Et pour la première fois depuis des années, peut-être même depuis toujours, j'ai apprécié mon succès sans le filtrer à travers l'insécurité de quelqu'un d'autre, sans me demander si j'étais trop fier, trop visible ou trop. J'étais juste assez, exactement comme j'étais. 6 mois après la finalisation du divorce, James Whitmore m'a invité à un autre dîner dans son domaine. Celui-ci était plus petit, plus intime, juste une poignée de conservateurs, d'architectes et de promoteurs immobiliers discutant d'un projet collaboratif de revitalisation du front de mer. La ville voulait transformer un corridor industriel en détérioration en un quartier à usage mixte tout en conservant le caractère historique de la région. C'était le genre de projet complexe à plusieurs phases qui nécessitait une coordination entre plusieurs entreprises et spécialités. C'est là que j'ai rencontré Daniel. Il était ingénieur en structures spécialisées dans les bâtiments historiques, engagé pour consulter sur la modernisation sismique des anciens entrepôts le long du front de mer. Nous avons fini par être assis l'un à côté de l'autre au dîner, et en moins de 5 minutes, nous étions plongés dans une conversation sur un bâtiment de l'époque victorienne qui nécessitait un renforcement contre les tremblements de terre sans détruire son caractère architectural. Le défi consiste à intégrer un soutien structurel moderne dans des bâtiments qui n'ont pas été conçus pour cela, a-t-il dit, en faisant un geste avec son verre de vin. On ne peut pas simplement boulonner des cadres en acier au mur de briques et considérer que c'est fait. Il faut comprendre comment fonctionne la structure d'origine, ce qui supporte la charge, où l'on peut intervenir sans compromettre l'intégrité. Exactement, ai-je dit, ressentant cette étincelle de connexion qui vient du fait de parler avec quelqu'un qui comprend vraiment. C'est la même chose avec la restauration. Vous ne faites pas que réparer ce qui est cassé. Vous comprenez l'intention d'origine et vous l'honorez tout en rendant le bâtiment fonctionnel pour un usage contemporain. Quand quelqu'un a mentionné que j'avais fait la restauration du domaine Whitmore, le visage de Daniel s'est illuminé d'un intérêt sincère. Le travail sur le plafond de la salle de bal était incroyable, a-t-il dit. Comment avez-vous fait correspondre la composition du plâtre à l'original, et les modifications de la capacité portante que vous avez apportées pour soutenir le lustre sans endommager la structure du toit? J'ai recommandé à des gens d'étudier ce projet. Pas waouh, vous avez fait ça ou je suis impressionné, juste une curiosité spécifique et technique sur le travail lui-même. Nous avons parlé pendant la majeure partie du dîner des projets sur lesquels nous avions travaillé, des défis que nous avions relevés, de la satisfaction de préserver quelque chose de beau tout en le rendant sûr et fonctionnel, de la frustration des codes du bâtiment qui ne tenaient pas compte des structures historiques, et de la créativité nécessaire pour trouver des solutions qui satisfaisaient à la fois les normes de conservation et les exigences de sécurité modernes. 3 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés pour un café qui s'est transformé en dîner, puis une randonnée d'un week-end où nous avons passé 4 heures à parler de tout et de rien. Daniel est venu sur mes chantiers sans qu'on le lui demande, sincèrement intéressé à voir le travail en cours. Il a assisté à une cérémonie de remise des prix où j'ai été reconnu pour le projet de la filature textile et a ensuite posé des questions détaillées sur les défis structurels auxquels nous avions été confrontés. Quand je parlais de projet, il écoutait, non pas avec une attention polie, mais avec un réel engagement. Il me traitait comme une partenaire, pas comme un accessoire. 4 mois après le début de notre relation, je savais que j'avais trouvé quelque chose de différent, quelque chose de réel. Nous dînions chez lui quand il a demandé « Avez-vous déjà pensé à ce que vous voulez à long terme dans une relation ?» Je veux dire ? J'ai considéré la question honnêtement. Je veux quelqu'un qui me voit, qui valorise ce que je fais, non pas parce que c'est impressionnant, mais parce qu'il comprend pourquoi c'est important. Quelqu'un qui n'a pas besoin que je sois plus petite, plus silencieuse ou différente de ce que je suis. Cela semble être une base assez raisonnable, a dit Daniel. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez avoir à demander. On pourrait le penser, mais mon mariage m'a appris que tout le monde ne voit pas les choses de cette façon. Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Votre ex-mari était un idiot. J'ai ri. Cela devient de plus en plus clair. Je le pense. Vous êtes brillante dans ce que vous faites, passionnée par ça, réussie d'une manière dont la plupart des gens ne font que rêver. Et il vous a fait sentir que c'était quelque chose dont il fallait s'excuser. Daniel a secoué la tête. Sa perte, complètement. C'était la déclaration la plus simple, mais elle s'est installée en moi comme une vérité. J'attendais de l'entendre de quelqu'un qui le pensait vraiment.
Un an après ce dîner qui a tout changé, j'ai croisé Christopher une dernière fois. J'allais chercher un café avant une réunion avec un client quand je l'ai vu à une table d'angle, seul, fatigué, portant un costume qui semblait légèrement trop grand pour lui, comme s'il avait perdu du poids et n'avait pas encore ajusté sa garde-robe. Nos regards se sont croisés. Son visage a traversé des émotions que j'ai reconnues lors de nos dernières conversations, surprise, malaise, colère résiduelle, quelque chose qui aurait pu être du regret. « Nathalie » a-t-il dit en se levant maladroitement. « Comment allez-vous »« Bien » ai-je dit, et je le pensais. « Très bien. »« Et vous ?»« Bien, occupé. Je suis en fait dans une entreprise différente maintenant. Division de la restructuration d'entreprise. Une orientation différente qu'avant. C'est bien. J'espère que ça marche. Oui. Pause maladroite, surtout. J'ai entendu dire que vous aviez remporté un autre prix pour ce projet de la filature. Félicitations. Merci. Nous sommes restés là dans un silence inconfortable, deux personnes qui avaient autrefois été mariées luttant maintenant pour engager une simple conversation banale. Est-ce que vous voyez quelqu'un ? A-t-il demandé. Oui. Il s'appelle Daniel. C'est un ingénieur en structure. Christopher a hoché la tête, traitant cette information. C'est bien. Je suis content que vous soyez heureuse. Est-ce que vous voyez quelqu'un ? Pas en ce moment. Le travail a été exigeant. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les rencontres. Je me suis demandé si c'était vrai ou si Rachel avait été sa dernière tentative d'utiliser les relations de manière stratégique et si cela avait mal tourné au point de le rendre prudent. Eh bien, ai-je dit, je devrais y aller. Réunion avec un client, n'est-ce pas? Bien sûr. Il a hésité, puis a dit doucement, Nathalie, je suis désolé pour tout, la façon dont je vous ai traité pendant notre mariage, les affaires juridiques après, tout ça. Vous méritiez mieux. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère, juste une tristesse lointaine pour les années que nous avions tous les deux gaspillées à essayer de faire fonctionner quelque chose qui n'allait jamais fonctionner. J'apprécie que vous disiez ça, ai-je dit. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, Christopher. Vraiment. Et je le pensais parce que la meilleure vengeance n'était pas son échec ou mon succès. Ce n'était pas les prix ou la reconnaissance, ni même le moment de ce premier dîner où tout ce qu'il avait supposé à mon sujet s'est effondré. La meilleure vengeance était de construire une vie où je n'avais pas besoin de vengeance du tout, où je pouvais me montrer exactement comme j'étais, bottes de travail, chinon désordonné et expertise durement gagnée, et savoir que c'était plus cassé, où j'avais un travail dont j'étais fier, un partenaire qui me voyait clairement, et la connaissance tranquille et inébranlable que ma valeur n'avait jamais dépendu de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Je suis sorti de ce café sous le soleil éclatant de l'après-midi, je suis monté dans ma Honda CR-V raisonnable avec des plans à l'arrière, et j'ai conduit à ma réunion avec un client en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré avec un texto de Daniel. Dîner ce soir. Je veux savoir comment s'est passée la réunion. J'ai souri et j'ai répondu par texto. Absolument. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, mon avenir ressemblait à quelque chose que je construisais pour moi-même, pas à quelque chose dans lequel je me glissais. Cela valait plus que n'importe quelle vengeance ne pourrait jamais valoir. Si cette histoire de succès caché et de revanche publique vous a fait vibrer, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand James est passé juste devant Christopher pour saluer Nathalie à ce dîner. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un téléchargement.